L'époque était crépusculaire. Une guerre nucléaire et bactériologique, à l'échelle mondiale, au tout début du XXIIIe siècle, avait rayé de la carte d'orgueilleuses mégapoles, voire des pays entiers. Des bouleversements climatiques et géologiques sans précédent, une intense pollution industrielle, des manipulations génétiques hasardeuses avaient mené la vie terrestre à un délabrement hors du commun. Une vaste extinction d'espèces était également passée par là. Elle avait mené les insectes à une mutation dans le gigantisme aussi rapide que surprenante. Le développement des plantes carnivores était d'ailleurs allé de pair. Seuls quelques rares petits mammifères avaient tant bien que mal survécu. Le chaos régnait désormais à peu près partout. Où vous faites une signature de votre dernier ouvrage, la nef du chaos, avec une couverture noire, et on parlera de votre premier livre, Un calicot au cœur blanc. Donc là on a vraiment une rupture de couleur et peut-être une rupture de ton. On va en reparler tout à l'heure, mais d'abord je vous présente Dominique Baccaris. Vous êtes né à Bergerac. Un vrai bergeracois. Un vrai bergeracois. Vous avez un itinéraire un peu, on va dire, sinueux, puisque vous avez quitté le droit, je lis votre parcours, pour l'aventure, en vous plongeant dans l'univers punk et underground de Berlin dans les années 70. Dès les années 70, je suis rentré en rupture avec le monde universitaire. J'étais un fervent lecteur de l'actuel de l'époque, première époque, et donc je suis rentré en contestation. Et je suis monté sur Berlin, rejoindre une de mes amies qui était berlinoise. Et à travers tout un périple, à travers l'Europe, et notamment la traversée du rideau de fer, qui à l'époque n'était pas une chose facile, je me suis retrouvé dans cet univers berlinois. De l'Est ou de l'Ouest? De l'Ouest, Berlin-Ouest, parce que passer à Berlin-Est c'était très compliqué. On nous demandait des fortes sommes d'argent pour y passer, et il fallait aussi garder de l'argent pour pouvoir rentrer de Berlin-Ouest et traverser la partie DDR. Donc expérience très forte, très riche, et donc quand je suis rentré, j'ai tout abandonné et je me suis mis adhéré au mouvement libertaire, contestataire de l'époque. D'accord, donc de Berlin, là vous êtes arrivé à Paris. Je suis arrivé sur Paris, j'ai vécu notamment dans des squats alternatifs. Ensuite je suis reparti en Allemagne, à Düsseldorf notamment, où j'ai vécu assez longuement, dans un squat qui s'appelait le Tonwernseen Besetzenhaus, qui était un squat occupé par des artistes allemands de la Kunstakademie. Et on était toute une bande de jeunes défrayant la chronique du Düsseldorf à travers des recherches esthétiques modernes, contemporaines. Là, moi, je me suis essayé dans la poésie et notamment en revenant en France, j'ai organisé sur le Bergeracois, donc de retour, j'ai organisé des happenings, dont un qui fut assez explosif et assez notoire, qui avait eu lieu à la Poudrerie de Bergerac. C'était au tout début des années 80. Et je disais des textes complètement nihilistes, déchirés, écorchés, sur de la musique psychédélique déjà rock. Et ça avait fait un gros carton à l'époque. Berlin, Paris, et puis alors la question qu'on peut se poser, pourquoi ce retour à Bergerac qui n'est pas vraiment un lieu underground? Un besoin de retour aux sources simplement, envie de renouer avec là où étaient mes racines, avec le monde de la ruralité, et je suis devenu ce qu'on appelle une personne casanière, où je me suis replié sur moi-même, et ce repli sur moi m'a permis entre autres de me consacrer à ce que je fais maintenant, de la littérature, mais à 100%. Voilà, et donc il y a ces deux ouvrages actuellement qui sont publiés. Il y a un troisième ouvrage de photos et de poèmes qui est en voie de publication. On en parlera plus tard. Voilà. Et alors, puis on va revenir au premier ouvrage. Le premier ouvrage, donc Un calicot au cœur. Donc oui. Toujours chez le même éditeur, c'est Edilivre, edilivre.com. Vous pouvez trouver ça sur Google. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous tapez Dominique Baccaris sur Google, vous avez énormément de réponses, que ce soit sur Facebook, Google+. Vous avez investi les Internet et les réseaux sociaux. On leur parlera aussi des relations médias tout à l'heure. Donc votre premier ouvrage, Un calicot au cœur, chez Edilivre. Alors peut-être, je ne l'ai pas lu, je dois bien l'avouer, je reparlerai de la nef du chaos parce que j'ai lu les 40 premières pages qui sont disponibles sur le site. Un calicot au cœur, je ne l'ai pas lu, mais la quatrième de couverture laisse quand même entrevoir que c'était peut-être un récit autobiographique.
C'est pas tout à fait un récit autobiographique, c'est plutôt une autofiction. Je me suis inspiré d'une part, bien sûr, de moi-même, mais de parcours aussi de mes camarades de l'époque. Je me suis inspiré aussi de beaucoup de faits divers et j'ai énormément romancé l'histoire. Énormément romancé l'histoire. Et je tiens à spécifier que j'ai inventé un personnage un peu atypique dans l'histoire, puisque ce personnage qui tient une place très prépondérante, c'est une moto. Une vieille moto retapée qui symbolise trois principes. Le principe de plaisir, le principe de désir et le principe de mort. Et qui sont les trois principes qui sont véhiculés dans le Calico au cœur. Est-ce qu'il y a une référence implicite ou voire explicite à Easy Rider? Alors, implicite à Easy Rider, non, je dirais, mais un petit peu oui aussi, puisque cette bécane finira par apporter la mort à un des personnages du roman. Voilà. Mais c'est pas la vision road movie telle que dans Easy Rider, c'est autre chose. D'accord. Alors on va parler du deuxième ouvrage, La Nef du Chaos, parce que là j'ai lu au moins les 40 premières pages, j'ai pas lu la fin. Par mon cher éditeur. Voilà, comme ça vous permet peut-être d'avoir une première approche. Oui. C'est généreux sur le test qu'il offre à lire. Voilà. Et alors bon, là c'est un roman de genre, ce qu'on appelle le roman de genre. Alors justement, la question que je voulais vous poser, moi je l'ai lu, ce que j'en ai retenu, donc on est au 23e siècle, dans un monde qui a connu une guerre nucléaire et bactériologique. D'ailleurs, la sonnerie se déclenche. Les alertes sont là. Guerre nucléaire et bactériologique, c'est les alertes. Dans un univers que j'ai trouvé très très chaotique, hein, séparé, vous me direz si je me trompe, en 3 espaces ou 3 sociétés. Oui. La Fédération planétaire qui dirige un espace urbanisé qui s'appelle Edeneios. Voilà, tout à fait. La Confédération théocratique à la tête de la citadelle Bazaïa, si je ne fais pas d'erreur. Et puis une espèce de société de relégués, si je ne fais pas d'erreur, paria qui vivent un peu dans plus qu'un peu dans la misère, avec la grande misère, avec la tribu d'Arel. Alors il y a des personnages qui apparaissent. Bon, évidemment, c'est pas dans les 40 premières pages qu'on a pu fouiller un peu tout ça. Voilà, ça se développe. Donc Terry Reid, dans la qui lui est dans le directoire de la Fédération planétaire. Il y a aussi un moine et une moniale, Yolkan et Lucy Orc, de la théorie dans la cité de Bazaïa, et puis Arel le relégué. Moi, ce que j'ai vu dans les 40 premières pages, un univers assez noir et des insectes mutants. J'ai lu des frelons d'1,30 m, des insectes mangeurs d'hommes, la pollution atmosphérique. Qu'est-ce qui a nourri l'univers de votre livre? On parle bien sûr de science-fiction, de romans d'anticipation, mais quelles sont votre source d'inspiration? Je pense que ce sont les problématiques qui traversent actuellement nos sociétés. Je crois qu'on est confronté, personne ne pourra le nier, à d'énormes problèmes de pollution, de comment on va gérer la ressource, comment on va gérer l'eau, l'air, la forêt, les espaces, le végétal. On sait quand des sociétés comme Monsanto ou autres veulent déposer des brevets sur la vie, donc ça interroge sur quel est notre avenir d'être humain là-dedans. On sait que l'arsenal nucléaire, bien que à travers différents accords, a été plus ou moins démantelé, mais on sait qu'il existe toujours et est suffisamment puissant pour pouvoir détruire une partie de la planète. On sait qu'il y a des bombes bactériologiques qui existent, qu'on ne contrôle pas et qui peuvent très bien s'échapper de laboratoire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça latentes, qui sont des dangers potentiels pour l'humanité. Et j'ai parti du principe et que ça avait pété. Voilà, à un moment donné, il y avait eu une 3e guerre mondiale, la terrible guerre dont je parle, la terrible guerre, je l'appelle comme ça, en référence à la Grande Guerre, d'ailleurs, de celle de 14-18, la Grande Guerre, donc je fais référence à ça. Et ce monde, finalement, c'est un monde de survivants. Et je situe le roman comment dans ce monde de survivants, à peu près quelques années après cette grande déflagration, les élites et quelques survivants se retrouvent à quelques centaines de millions d'humains. Et entre-temps, la diversité de la vie est une véritable peau de chagrin. Du coup, les insectes ont muté, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont muté dans le gigantisme. Par la même occasion, les plantes carnivores se sont développées, comme un effet de miroir. Et les mammifères ont pour ainsi dire disparu, voilà, il ne reste plus que les petits mammifères et l'humain qui a par miracle un peu survécu parce qu'il avait quelques moyens de subsistance. Voilà. Alors, en termes de sources d'inspiration, alors on pourrait peut-être
un peu l'heroic fantasy, mais plus d'ailleurs des romans de style Philippe K. Dick ou Bradbury. Plutôt vers Van Vogt. Je dirais que si je devais référencer ce roman, je pense plutôt à Van Vogt. Pour le côté un peu Demain les chiens, voilà, ou le côté Barjavel aussi. Je n'ai plus le titre en tête. J'ai perdu son titre, voilà. Mais Ravage, des choses comme ceci, voilà, où quelque part ce sont mes influences, voilà. C'est pas de la science-fiction dure ou cyberpunk comme on en parle, on en fait beaucoup de nos jours. Là, c'est un côté d'anticipation plutôt, et avec un côté très gothique et très gore derrière, qui est en espèce de mémoire cache qui apparaît et où j'essaie de décrire des univers très sombres, très noirs, apocalyptiques. Mais c'est un pré-apocalyptique, c'est pas un post-apocalyptique, parce que en même temps la conclusion se termine sur une apocalypse sans nom, quoi. Voilà. Pourtant quand on commence, c'est déjà un peu l'apocalypse. C'est l'apocalypse permanente. D'accord. Voilà. Il y a la révolution permanente, il y a l'apocalypse permanente. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'on écrit un roman de genre? Parce que ça c'est plus un roman de genre que a priori un Calicot. Un roman de genre, c'est pour prouver à nos lecteurs que nous adorons et chérissons que finalement un écrivain, c'est pas simplement raconter la vie de sa famille ou la vie de ses amis, la vie de grand-père ou grand-mère au coin du feu dans le Cantou, mais c'est aussi pouvoir s'ouvrir à d'autres univers, et j'ai choisi l'anticipation parce que c'est un genre difficile et que j'ai voulu m'exercer dans cet art difficile qu'est la littérature, et c'est pour ça que j'ai choisi la science-fiction. Mais j'ai d'autres chantiers en cours. On a parlé de votre parcours, est-ce que ce soit pour le premier ou peut-être d'ailleurs plus pour le deuxième, quand vous vous mettez en situation d'écriture, est-ce que d'abord vous écrivez en écoutant de la musique, ou est-ce que vous avez de la musique qui vous inspire, enfin qui directement peut inspirer cette écriture-là? Alors j'adore la musique, mais je suis quelqu'un de matinal, j'écris le matin très tôt, j'écris dans le silence, je vis à la campagne, j'écris dans le silence. Le chant des oiseaux berce mon écriture, les saisons bercent mon écriture, mais j'écoute pas de musique du tout quand j'écris, très rarement. Très rarement. Donc on n'est pas dans un univers punk ou rock en même temps. Je suis chez moi dans un univers très cocooning, très protégé, et j'écris uniquement dans le silence et très tôt le matin. Et l'après-midi est consacré plus aux travaux de correction. En général, je travaille 5h à 6h le matin de création pure. Si l'inspiration est là, il faut se forcer. Parce que des fois, on écrit 20 pages et puis 20 pages vont en poubelle parce que c'est pas bon. Voilà, il faut savoir couper, tailler, et ça c'est très dur, mais il faut savoir le faire. Et l'après-midi, c'est là où justement où je taille, je recoupe dans mon texte, et je le retravaille, le cisèle. C'est l'après-midi que je fais ça, plutôt vers 5h l'après-midi jusqu'à 7h. Voilà. M'accordant une plage de repos importante entre midi et 16h. Voilà. Alors vous avez dit que vous consacrez 100% de votre temps à l'écriture, à la littérature. Hein. Maintenant, parce que j'ai cette possibilité. Il y a eu un gros infarctus et il y a eu des problèmes de santé importants dans ma vie. J'ai donc des revenus, des subsides de l'État qui me permettent de vivre normalement. Pas dans l'opulence, hein, loin de ça, loin de là, mais normalement. Et c'est pour ça que j'ai ce temps libre que j'occupe au maximum de mes possibilités à écrire, et aussi à faire un peu de musique électronique, mais ça c'est secondaire, voilà. Ça c'est pour le fun, voilà. Alors voilà, on parle souvent d'écrivains locaux. Vous-même vous présentez comme écrivain atypique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, un écrivain local d'ailleurs. Un écrivain atypique à la rigueur, un écrivain... Parce que je reprends cette expression. Je romps un peu avec l'image qu'on se fait parfois de l'auteur traditionnel. Bon voilà, j'ai un parcours punk rock, underground, j'ai pas une vie très dans l'establishment telle qu'elle devrait être programmée quand on est un écrivain. J'ai pas fait une agrégation de lettres ni quoi que ce soit, bien que je suis un cursus universitaire étant passé par une fac de droit, mais je suis rentré en rupture très tôt, j'ai envoyé bouler par-dessus les moulins pas mal de choses. Donc je suis un rebelle à la base. Bien que très assagi avec l'âge venu. Je suis quelqu'un de très sage maintenant, de calme et de pondéré. Et j'essaie justement, grâce à cette pondération acquise, de me servir de tout cet acquis de rébellion que j'ai eu quand j'étais jeune, pour pouvoir les retransmettre dans l'écriture et pouvoir faire passer certains nombres de messages aux jeunes générations. Bien. Vous avez signé un article
avec un titre un peu provocateur, mais comment se faire connaître quand on est auteur provincial, pauvre et débutant? Cette question est assez intéressante. Bon, en gros, c'est un coup de gueule contre le système médiatique et de l'édition, le système dominant. Voilà, un coup de gueule aussi contre, j'ai vu, certains libraires locaux, régionaux. Et puis cette question, est-ce le talent ou bien le réseau qui détermine qu'une œuvre littéraire puisse finalement toucher le plus grand nombre? Vous répondez quoi à votre propre question? Alors, ma propre question, je m'interroge toujours. Moi, je continue à persister et à signer. Je pense que le réseau de nos jours tient une place prépondérante. Et c'est d'abord par le réseau qu'on arrive. Et ensuite, si on a du talent, bien sûr, ça aide. Mais si on a du talent et qu'on n'a pas de réseau, c'est très très difficile de pouvoir percer et de se faire un nom. Toujours est-il que c'est toujours très compliqué quand on est un provincial, car de plus on est issu d'un milieu modeste. Pour pouvoir toucher les médias parisiens, c'est très très compliqué et les portes sont cadenassées. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez passer à la télé, il faut prendre un bazooka et forcer la porte. Faut-il passer à la télé? Je pense que c'est nécessaire de nos jours, au moins pour vendre, faire connaître, faire un peu de buzz. Mais je pense que c'est pas fondamentalement utile ni nécessaire. C'est vrai que sur le Nouvel Obs, j'ai eu un coup de gueule assez important, mais ça fait un bon buzz. Voilà, puisqu'il y avait eu, je crois, 1 millier d'articles. Oui, vous êtes un professionnel de la communication, hein, sur le web, vous êtes partout. On ne peut pas vous louper. Avez-vous vu mon fameux Frida Writer, mon blog, qui est assez conséquent aussi? Oui, j'y suis allé. Donc d'ailleurs, j'encourage nos téléspectateurs à aller voir tout ça. Il y a plein de choses. Dernière question, donc à venir. J'ai vu Univers froissé. Donc là encore quelque chose un peu qui a pas l'air très. Ça a l'air noir. Ça me tient très à Alors cœur. c'est quoi cet ouvrage? Et donc vous parliez des photos peut-être? Alors Univers froissé, ça me tient énormément à cœur parce que c'est une collaboration avec une photographe qui habite la région, que je connais depuis très longtemps. Je peux dire son nom, qui s'appelle Elisabeth Hermann, plus connue sous le nom d'Elise Hermann en tant que photographe. C'est un travail de 20 ans chacun de notre côté, notre fond poétique et elle, mon fond poétique et elle, son fond photographique, qu'on a mis en commun dans une espèce d'interface, dans une sorte de dialogue poétique entre une photographe et un poète. Et c'est un travail qui nous a pris 3 années successives, en se voyant de façon régulière et épisodique. On a réussi à mettre au point cet ouvrage qui s'appelle Univers froissé, une espèce de dialogue improbable entre un photographe et un poète. Voilà. Mais c'est pas une illustration de photographie par un poète ou l'inverse, c'est une sorte d'interface poétique. La sortie est prévue pour? Alors la sortie est prévue, c'est compliqué parce qu'on avait un premier éditeur qui était d'accord mais qui nous proposait un papier de trop mauvaise qualité pour supporter la qualité des photos. Donc on est en train de négocier avec notre maison d'édition. Donc je suis obligé de faire le nom actuellement. Bien. Donc monsieur Baccaris, écoutez, on va vous laisser à votre signature. Donc je rappelle donc La Nef du Chaos chez Edilivre qu'on trouve dans toutes les librairies et puis de toute façon je crois qu'on peut même commander sur le net, on peut même le trouver sur internet évidemment, mais il vaut mieux peut-être aller dans les librairies, dans les librairies chez Forum par exemple, voilà, qui m'aide énormément sur cette dédicace aujourd'hui. Voilà. Et puis on va aussi aider les libraires de façon générale, pour éviter que les librairies disparaissent sans compter que la globalement. TVA a encore augmenté sur le livre. Bien, monsieur Baccaris, bonne signature. Peut-être une prochaine signature bientôt, on pourrait l'annoncer? Je peux pas dire, non, pour l'instant je peux pas dire. J'ai prévu une signature pour le 29 novembre à Périgueux, qui aura lieu au centre Leclerc de Périgueux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.